Bienvenue sur la TFM qui reçoit aujourd'hui M. Amadou Top, directeur exécutif du Content. Content, comprenez, c'est le comité de pilotage de la transition de l'analogique vers le numérique. M. Amadou Top, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi le passage de l'analogique au numérique? Merci d'abord Alassane de me recevoir sur votre plateau et de me donner l'occasion de parler de ce passage de l'analogique au numérique et des autres aspects qui y sont liés. Le passage de l'analogique au numérique concernant la télévision est une option qui a été décidée par l'Union internationale de télécommunications à l'intention de tous les pays du monde pour que tous utilisent dorénavant les technologies du numérique pour pouvoir transmettre les émissions de télévision, coder et transmettre les émissions de télévision. Comme vous le savez, nos téléviseurs actuellement fonctionnent en mode analogique. Il se trouve qu'elles utilisent des fréquences et que les fréquences sont des denrées très rares. Et qu'au fond, nous sommes arrivés à un moment où il y a pénurie de fréquences dans le monde entier. Il y a des chaînes qui cherchent à s'installer et qui ne peuvent pas. Il y a des opérateurs de télécommunications qui cherchent à émettre et qui n'ont pas de fréquences. Et la solution que l'UIT a trouvée, c'est d'utiliser les fréquences qui étaient utilisées en analogique pour pouvoir émettre en numérique. Quel est l'intérêt de cela? C'est qu'aujourd'hui, nous utilisons une fréquence pour émettre sur une télévision, une fréquence ou un canal. Et avec ce passage au numérique, sur une seule fréquence, nous pourrons mettre 8 chaînes de télévision. Ce qui fait que ça va décupler, ça va octupler le nombre de chaînes possibles et donc permettre de libérer beaucoup de fréquences qui vont être utilisées à d'autres aspects. Et il se trouve que le spectre qui est concerné par ces fréquences-là est un spectre où nous sommes dans les hautes fréquences et les très hautes fréquences, qu'on appelle les UHF et les VHF. Alors ces fréquences-là ont cette particularité d'être très porteuses à longue portée, d'avoir un taux de pénétration extrêmement important et de pouvoir supporter des débits assez importants également. Pour vous donner un ordre de ce que cela peut représenter, aujourd'hui les opérateurs de télécom, pour l'essentiel, émettent sur la bande de 900 MHz et des 1800 MHz. Ils se battent tous pour être sur les 900 MHz. Pourquoi? Parce que sur les 900 MHz, on a moins de répéteurs, on a moins, disons, d'émetteurs à placer pour avoir des cellules fonctionnelles. Alors que sur les 1800, il faudra plus d'émetteurs pour pouvoir émettre sur des mêmes rayons. En termes clairs, quel est le bénéfice que ces opérateurs ou bien ces promoteurs de TNT, comme on appelle les télévisions numériques terrestres, et les RNT, les radios numériques terrestres, peuvent avoir? Alors, pour la télévision, par exemple, les opérateurs de télévision, aujourd'hui, chacun en ce qui le concerne, doit disposer par lui-même de toutes les infrastructures qu'il lui faut pour pouvoir, de la production jusqu'à l'usager final, couvrir la chaîne de valeur. Il lui faut produire des programmes, il lui faut les transcoder, il lui faut les compresser, il lui faut les transporter jusqu'à l'utilisateur final. Et c'est un ensemble d'opérations qui, pour chaque niveau, lui demande un effort extrêmement important en termes financiers. Il lui faut des infrastructures à lui. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup d'opérateurs ne couvrent pas la totalité du pays parce que ça coûte extrêmement cher. Pour chaque point haut, c'est-à-dire pour chaque antenne de relais, il faut effectivement avoir de l'énergie qu'il faut pour pouvoir émettre. Souvent, il faut climatiser parce que sous nos latitudes, ça demande à être refroidi les éléments de transmission. Et donc, si on veut répartir
ces différents outils à travers le pays, ça coûte excessivement cher. Avec le numérique, il y a de l'économie qui va faire. Avec le numérique, il y a ce qu'on appelle le multiplexage. Cela veut dire que 5, 10, 15, 20, 30 opérateurs ou plus peuvent utiliser une même infrastructure et une seule infrastructure qui va recueillir les programmes qu'ils ont déjà préparés, les mettre aux normes de compression, les mettre aux normes de diffusion, les transporter et les diffuser jusqu'à l'utilisateur final qui n'a plus besoin que d'un décodeur, qu'on appelle aussi les set-top box, pour pouvoir recueillir ces informations-là et pouvoir différencier les différentes télévisions. Alors, si on émet en analogique, on émet dans un système qu'on appelle continu. Pour vous donner un exemple, si aujourd'hui je prenais un dessin fait par un peintre célèbre de chez nous et que je voulais le transmettre à distance, c'est toute l'image que je transmettrai pour qu'elle soit fidèle. Je ne peux pas la découper en petites tranches. Alors qu'en numérique, je ne vais transporter que ce dont j'ai besoin pour qu'à l'arrivée, cela puisse être reconstitué. Alors, dans le cinéma, par exemple, nous avons une acuité visuelle de 24 images à la seconde, c'est-à-dire que notre œil arrive à comprendre une image qui fonctionne sur 24 images à la seconde. Nous arrivons à la découvrir et à savoir de quoi il s'agit. Tout ça, c'est un peu technique pour le commun des Sénégalais. Justement, il faut l'expliquer. Si dans un langage trivial, c'est ça, dans un langage trivial, si je dois maintenant utiliser le numérique, je n'ai pas besoin d'envoyer sur le réseau la totalité des images, des 24 images. Je vais juste, pour chaque image, faire un échantillonnage et envoyer seulement ce qui a changé dans l'image. C'est seulement cela qui va être transporté. Ce qui fait qu'il va y avoir moins d'informations transportées et à l'arrivée, l'information sera plus fidèle. Voilà la raison pour laquelle le passage de l'analogique au numérique va permettre de disposer de beaucoup plus de chaînes parce que je ne vais plus utiliser 8 canaux de 8 MHz chaque pour une seule chaîne. Je vais utiliser un canal pour passer 8 chaînes de télévision. Mais pour le consommateur, vous avez tantôt parlé de décodeurs. Voilà. Si on doit installer des décodeurs chez les gens, les Sénégalais estiment peut-être qu'ils vont payer pour avoir accès à ces décodeurs. Alors, l'histoire des décodeurs, d'abord, il y a plusieurs questions à prendre en considération. Tous les téléviseurs qui sont mis sur le marché depuis 2008-2009 viennent avec des tuners qui sont déjà aptes à recevoir du numérique. C'est les téléviseurs qui sont arrivés après qui ont besoin de recevoir ces décodeurs-là pour pouvoir effectivement récupérer ce qui était en analogique et le mettre en numérique. Et ensuite, il y a des téléviseurs qui datent de très longtemps, notamment des années 80, qui probablement ne pourront même pas fonctionner avec ces décodeurs-là et qu'il faudra sortir du marché. Donc, ce qui veut dire que les Sénégalais vont acheter de nouveaux téléviseurs. Certains Sénégalais vont devoir... Ça, c'est un coût. Alors, certains Sénégalais vont devoir acheter de nouveaux téléviseurs. Tout le monde devra avoir soit un tuner, soit avoir un set-top box, c'est-à-dire un receveur... Mais comment faire avec ces Sénégalais qui avaient déjà des télévisions qui sont inadaptées au numérique pour qu'ils aient de nouvelles télévisions? Ils doivent débourser de l'argent pour le faire? Alors, nous allons étudier la question avec toutes les personnes concernées. Le gouvernement a pris des engagements auprès de l'Union internationale de télécommunications pour faire le passage de l'analogique au numérique au plus tard le 17 juin 2015. Dans 2 ans? Dans 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Cela veut dire que le gouvernement également trouvera les formules pour que les bourses les plus, disons, les moins aisées puissent être appuyées. Comment? Il va falloir trouver des mécanismes. Je dois dire que pour l'essentiel, ce qui intéresse l'État, c'est d'utiliser la phase de passage de l'analogique au numérique pour pouvoir en profiter
et créer un environnement propice à faire entrer le Sénégal dans ce qu'on appelle la société de l'information ou la société du savoir. Et donc créer le maximum d'emplois. Et d'ailleurs, c'est un peu le cahier de charge que le président Macky Sall nous a imposé en disant « je veux bien qu'on passe de l'analogique au numérique, mais si on dit aux Sénégalais tout simplement, bon, vos téléviseurs, vous allez passer de l'analogique au numérique, on est obligé de le faire parce que dans le monde entier, tout le monde le fait. Mais si on leur disait en plus, qu'en le faisant, nous allons aussi utiliser une partie des fréquences qui seront libérées, qu'on appelle le dividende numérique ou les fréquences en or, pour avoir du très haut débit en termes de données et d'Internet, pour pouvoir cette fois-là créer. Mais pour avoir accès à cette technologie-là, il faut un coût. Est-ce que vous allez augmenter les prix des factures d'électricité pour que les Sénégalais puissent avoir accès à cela? Est-ce qu'on va l'augmenter dans les factures et comment allez-vous vous y prendre? C'est un débat qu'il faut ouvrir et je pense que tout se fera en négociation avec les Sénégalais. En Europe et dans beaucoup de pays du monde, il y a ce qu'on appelle la taxe à l'audiovisuel, qui est très lourde dans les pays développés, qui permet de financer l'audiovisuel public, mais qui permet également de financer la création artistique pour que l'audiovisuel puisse fonctionner. Dans le cas dont nous parlons actuellement, nous allons passer de 15 chaînes qui existent actuellement et qui peinent à trouver des contenus à une trentaine, quarantaine ou cinquantaine de nouvelles chaînes. Elles vont aussi avoir des problèmes de contenu. Comment est-ce qu'elles vont s'y prendre? Cela va leur poser effectivement beaucoup de problèmes. Donc l'État devra trouver une formule pour créer un environnement qui permette à des entreprises sénégalaises de se créer pour se focaliser sur la création de contenu. Plutôt que de faire venir des telenovelas et autres programmes qui nous viennent de l'extérieur, nous allons créer le maximum d'emplois connexes et associés à ces nouvelles situations-là pour produire des contenus endogènes, notamment en termes de documentaires, notamment en termes de reportages, en termes de contenus informatifs. Et tout cela va permettre à un certain nombre de talents qui existent dans les rédactions actuellement de se libérer d'un travail quotidien qui est un train-train pour eux, pour pouvoir s'adonner à de l'entreprise qui, elle, va être productrice de valeur ajoutée. Ça, c'est déjà mais ceux qui ont déjà des télévisions, qui ont un matériel qui n'est pas adapté au numérique, on a entendu certains en parler, ils sont un peu inquiets parce qu'ils ont fait des investissements qui coûtent très cher. Comment ils doivent faire pour remplacer tous ces investissements? Alors, comme je vous l'ai dit, les téléviseurs, très peu de téléviseurs seront à remplacer en vérité. Seuls seront à remplacer les téléviseurs qui datent des années 80, qui sont totalement analogiques. Et ceux qui ont des télévisions, qui ont un matériel qui n'est pas adapté à l'analogique, ils vont devoir changer de matériel. Ils devront juste avoir ce récepteur-là, qui est le set-top box, qu'il va falloir mettre en place, qui ne coûte pas très cher vraiment. Combien? Qui va coûter aux environs de 25 000 francs, 30 000 francs, et pour lequel nous trouverons un mécanisme d'accompagnement qui va permettre, quand je dis nous, je veux dire l'État trouvera un mécanisme d'accompagnement. Il y aura les ménages très faiblement équipés, en moyens, qui vont peut-être avoir un appui de l'État, et les ménages qui ont un peu plus de moyens pourraient parfaitement s'appuyer sur le système bancaire pour pouvoir accéder à ces outils-là avec un règlement sur plusieurs mois qui pourrait aller de 24 à 36 mois. Mais ça, c'est des arrangements sur lesquels nous trouverons vraiment des moyens. Vous parlez tantôt d'emploi. Oui. Comment créer les emplois dans ce secteur-là? Est-ce que ça va permettre aux jeunes Sénégalais qui ont des projets d'avoir des emplois? Comment, concrètement? Alors, les emplois, nous comptons en créer un très grand nombre. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le président, personnellement, a tenu à ce que ce projet-là soit lié à la présidence pour qu'il puisse suivre personnellement l'évolution parce qu'il est très intéressé à ce que des emplois soient créés. Alors, les emplois, on va en parler. Je vous ai dit, dans le cadre de la télévision, il va y avoir de nouveaux métiers qui vont être créés pour
création de contenu. De la production? La production, la post-production et tout ce qu'on veut pour que les nouvelles chaînes qui vont se créer aient des contenus adaptés. Il va y avoir également que pour les télévisions, pour toutes les télévisions où on aura à installer des set-top box, il va y avoir des contingents, des milliers de jeunes qui vont devoir aller dans les foyers, installer les boîtiers en question, installer des antennes râteaux, parce que nous sommes dans le numérique, et le numérique, contrairement à l'analogique, ne permet pas d'avoir à peu près l'image. C'est ou toute l'image ou pas d'image du tout. Cela veut dire qu'il y a une orientation très précise des antennes qu'il faudra faire, et cela, ce seront des gens qui seront formés pour aller le faire pour les gens chez eux. Donc ça va être un contingent de jeunes qu'il va falloir former qui iront le faire. Et ces jeunes auront également la formation pour aider les populations qui vont avoir beaucoup plus de chaînes à faire les recherches sur leur téléviseur afin de pouvoir caler les différentes chaînes. Est-ce que vous avez évolué le nombre d'emplois que cela peut créer? Alors, en France, ils ont eu 100 000 personnes qui sont mobilisées pour faire ce travail-là. Nous ne sommes pas dans les mêmes échelles, mais je ne pense pas qu'on aura moins de 5 000 à 10 000 personnes dont nous aurons besoin sur les 24 mois à venir pour faire ce travail-là. Mais cela ne s'arrête pas seulement à installer les antennes râteaux et à installer les set-top box, c'est-à-dire les décodeurs, mais il y aura également que ces télévisions numériques-là ont la particularité de pouvoir apporter de nouvelles possibilités. Lesquelles? Notamment la télévision de rattrapage. Vous avez raté une émission, eh bien vous pouvez la reprendre quand vous en aurez envie. Vous avez envie, pendant qu'une émission se déroule, de reculer et de regarder une partie qui vous a échappé, ces télévisions le permettront. Vous avez envie de faire de l'Internet sur votre téléviseur, ces téléviseurs le permettront. Vous avez envie de pouvoir connecter votre tablette ou votre smartphone à votre téléviseur pour pouvoir faire un échange direct entre ces outils-là, ces téléviseurs numériques-là le permettront. Donc il y a un ensemble de convergences qui vont se faire autour de la télévision et qui vont demander véritablement un savoir-faire que ces jeunes-là pourront faire. Mais au-delà de cela, nous avons dit que nous allons libérer des fréquences. Ces fréquences qui seront libérées, nous allons les utiliser pour faire ce qu'on appelle de l'Internet très haut débit. Une fois que nous aurons cet Internet très haut débit-là, nous avons la possibilité d'avoir une infrastructure qui permette, jusque dans le plus petit hameau du Sénégal, d'accéder à des données qui seront des données prioritairement issues de la dématérialisation de l'information administrative. Le président de la République tient à ce que tout ce qui n'est pas de l'ordre de la sécurité soit dématérialisé. Parce que l'État est le principal fournisseur d'informations des citoyens. Et il faudrait qu'on dématérialise au possible le maximum de choses. Tout cela a un coût. Ça va coûter combien toute cette opération? Alors, la dématérialisation n'a pas un coût excessif. L'installation de tout ce système-là. Alors, ce système-là, ce que nous allons faire, nous allons d'abord nous focaliser sur les infrastructures. L'État veut disposer des infrastructures pour qu'il n'y ait pas de prétexte pour les possesseurs de ces infrastructures-là d'aller que dans les endroits où il y a du revenu. Ça va coûter combien tout ça? Ça va coûter beaucoup de milliards. Par exemple, combien à Bien, peu près? c'est très difficile de le dire parce que nous allons lancer des appels à manifestation d'intérêt pour que les offreurs de services disent « moi je suis prêt à faire tel service à tel coût ». Je vais vous donner un exemple. Il nous faut mettre en place un backhaul ou un backbone ou une dorsale qui sera en fibre optique, qui va permettre de transporter sur de longues distances les signaux que nous allons mettre en œuvre, et ces signaux-là seront repris par des antennes qui vont diffuser sur des rayons. Donc ce backbone-là, il a un coût. C'est une infrastructure qui va appartenir à l'État et qu'il faudra mettre en place. Heureusement, une bonne partie de ce backbone-là existe déjà, parce que l'État avait ce qu'il appelait le réseau voies et données qui est géré par l'ADIE, qui est en fibre optique, qu'il va utiliser. Il y a la fibre de garde de la Sénélec
qui également appartient en partie à l'État, qu'il va utiliser. Donc il faut le compléter par certaines zones qui ne sont pas encore couvertes et utiliser du satellite pour aller très vite. Donc ça a un coût. Nous allons demander à un opérateur qui est intéressé à l'installer pour le compte de l'État, à le faire et à dire je veux être payé sur tant d'années. Mais c'est sur cette question que beaucoup de Sénégalais se posent des questions par rapport aux sociétés étrangères qui tournent autour de ce multiplexage qui va être mis sur place. Les gens estiment, est-ce que la souveraineté de l'État du Sénégal sera assurée par rapport à cela? Parce qu'il y a des Chinois, il y a des Américains, il y a des Français qui s'intéressent à cette infrastructure qui est assez importante. Alors, le comité a reçu comme instruction de bien informer les opérateurs et les hommes d'affaires sénégalais des enjeux qui sont en question, afin qu'ils voient les opportunités qui s'ouvrent devant eux et qu'ils participent à ce processus de mise en œuvre de ces infrastructures. Donc, prioritairement, nous allons nous intéresser à des investisseurs sénégalais qui sont intéressés par la mise en œuvre de ce processus. Quelle sera la formule? Alors la formule, ce sera du partenariat public-privé. Ils pourront parfaitement s'adresser à des banques, s'adresser à des partenaires techniques étrangers qui leur apportent la technologie et bâtir l'infrastructure qu'ils mettront au compte de l'État et pour laquelle ils se feront payer sur une durée à déterminer. Est-ce que c'est garanti que les Sénégalais garderont la souveraineté sur la mise en place? Dans ce cas d'espèce, toutes les infrastructures appartiendront à l'État. Parce que vous parlez tantôt d'Internet haut débit, on a constaté qu'au Sénégal, il y a des sociétés de téléphonie mobile qui pratiquement détiennent le point d'entrée de l'Internet au Sénégal. C'est un problème, ça. C'est vrai en partie. C'est une question de souveraineté. C'est vrai en partie, mais ça va le devenir de moins en moins. Aujourd'hui, nous avons 2 câbles qui amérissent importants, et nous en avons un peu plus, hein, mais nous avons 2 câbles importants qui amérissent et qui sont le SAT3 et le ACE, et c'est des câbles maritimes pour lesquels effectivement une société nationale à laquelle l'État participe et qui est quand même majoritairement détenue par des intérêts étrangers a une très grande part, n'est-ce pas, dans... Mais c'est là la préoccupation de beaucoup de Sénégalais. Est-ce que la nouvelle société qui va gérer justement ce partenariat public-privé, les étrangers ne seront pas majoritaires dans cette société pour détenir ce qu'ils appellent la question de souveraineté? Parce que c'est des questions essentielles. Je vous dis tout de suite non. C'est justement pour éviter cela que l'État dit les infrastructures, je vais les construire et je vais les mettre maintenant à la disposition des utilisateurs. Pour le cas de la télévision, toutes les infrastructures, nous avons la RTS qui a déjà couvert l'essentiel du pays. C'est des infrastructures qui appartiennent à l'État. Nous allons réutiliser ces infrastructures de la RTS. Nous allons réutiliser les fibres optiques de l'ADIE qui appartiennent à l'État. Nous allons réutiliser une partie du fibre de garde qui appartient en partie à l'État. Et nous allons demander à des partenaires locaux ou étrangers ou un mix des deux de compléter cela. Mais tout cela pour le compte de l'État, qui le mettra maintenant à la disposition des opérateurs de télévision, qui passeront par un multiplexeur qui appartiendra à des nationaux ou qui appartiendra à une société qui sera désignée par l'État et qui fera le travail pour le compte de tous. Ce qui fait qu'il n'y aura pas possibilité pour quelqu'un qui, de l'extérieur, va contrôler ce processus de multiplexage et de diffusion. Il en sera de même des télécommunications, parce que les parties qui seront libérées dans les fréquences dont nous parlons seront celles qu'on appelle les fréquences en or. Elles sont recherchées surtout pour la 4G, LTE, Long Term Evolution. Donc cette 4G-là a la particularité de permettre d'accéder à du très haut débit et d'accéder à du très haut débit en mode hertzien, ouvert donc à tout le monde comme on l'aurait fait avec le cellulaire. Alors si on laisse des structures étrangères prendre le contrôle de cette technologie-là qui va être la technologie du futur parce qu'elle va évoluer après vers la 5G et peut-être après vers autre chose, effectivement, ces gens-là pourront dire nous irons là où il y a de l'argent.
nous irons à Dakar, à Touba, à Kaolack, à Thiès, à Saint-Louis, parce que là, il y a des clients. Mais nous n'irons pas à Barkédji ou à Dara Djolof parce qu'il y a très peu d'argent. Alors que la Constitution du Sénégal dit que tous les Sénégalais, qu'ils soient de la Médina ou de Fongolimbi, ont droit au même accès à l'information. Donc l'État prend sur lui aujourd'hui de mettre en place un système qui permettra, n'est-ce pas, de disposer d'une infrastructure qui va être maintenant mise à la disposition de tout le monde. Mais ça demande une réforme du code des télécommunications au Sénégal, parce que le code qu'on a vu, on a peu parlé d'Internet dans ce code-là. Alors, il va y avoir une remise à plat de tous les codes. Et j'allais même dire de toute la législation, parce que je n'avais pas terminé avec la partie création d'emplois. Quand nous aurons à disposition cet Internet haut débit, il faudra bien qu'on l'utilise à bon escient. Cela veut dire que nous avons aujourd'hui des jeunes développeurs de solutions qui sont très nombreux, qui ont développé Gaïndé, qui ont développé les applications de la sécurité nationale, qui ont développé les applications de la DTAI, qui ont développé des tas de choses sans l'apport de qui que ce soit. Et il y en a d'autres qui attendent qu'on leur donne l'opportunité et la chance de mettre leur talent en avant. Et ces gens-là, je pense que si on leur crée un environnement, ils seront capables de produire de très bonnes applications. Nous allons donc, l'État va créer cet environnement-là en mettant en place un village technologique, un smart village, où se retrouveront toutes les catégories de gens intéressés à peu ou prou à cette technologie-là. Il y aura les gens qui sont des producteurs de contenu, il y aura les artistes dont ces gens producteurs de contenu auront besoin. Il y aura les gens qui seront des développeurs, ceux que j'appelle les digiculteurs qui vont avoir à produire des applications. Il y aura d'autres producteurs de contenu qui seront dans ce village-là, un peu une espèce de petite Silicon Valley où tout le monde brassera ses connaissances avec les autres. Ça va créer des emplois. Ensuite, on a dit qu'on va dématérialiser les procédures de l'État. Je vous donne un exemple de dématérialisation d'une procédure de l'État. Quelqu'un est à Matam, est né à Matam, vit à Dakar, a besoin d'un bulletin de naissance. Dans les conditions d'aujourd'hui, il a besoin d'y aller, donc de payer un billet aller-retour qui va lui coûter peut-être 5 000 francs et prendre un bulletin qui lui coûtera 300 francs. Ou alors il va envoyer et demander à des parents d'aller lui chercher ce bulletin-là. Ils vont le mettre dans un taxi qui va demander de payer l'équivalent d'une place et ça va lui coûter quand même 2500, 3000 francs. S'il peut aller dans un endroit qu'on va créer, mettre les coordonnées de son bulletin de naissance et le maire de Matam tout de suite sait qu'il y a quelqu'un qui demande un bulletin, va consulter les livres de la mairie, fait éditer un bulletin, met sous pli et donne à la poste qui le délivre le lendemain, nous avons déjà là une idée d'une des solutions entre 1000 ou 10 000 autres qui peuvent se créer dans le cadre d'un État qui dématérialise ces structures. C'est la même chose avec la douane. Dès qu'elle aura dématérialisé ou aura permis d'accéder à Gaïndé 2000, de partout, des gens pourront effectivement intervenir sur Gaïndé 2000 sans avoir besoin de passer par des intermédiaires, etc. Idem pour les petites entreprises dans les quartiers qui utilisent 2 personnes, 3 personnes, qui ont besoin de faire leur paye, leur comptabilité, leur gestion de stock, qui ont besoin d'avoir des contrats qu'ils signent, qui ne les comprennent pas, qui sont en contact avec l'étranger, qui leur donnent des contrats en anglais, ils ont besoin de gens qui les aident. Et c'est là que nous devrons créer une chaîne d'endroits qui sont des endroits de connectivité où les citoyens pourront aller, où ils trouveront cette fois-ci, comme on l'avait fait à l'époque pour les télécentres, des jeunes qui sont des diplômés, qui pourront être des appuis pour eux, qui seront payés à des taux raisonnables et qui pourront effectivement permettre d'assurer un certain nombre
de tâches précises qui seront un service qui sera au bénéfice des populations locales. Mais des télécentres qui sont morts de cette belle mort, parce qu'il y a eu une concurrence sauvage qui s'est créée, il y a aussi des sociétés de téléphonie mobile qui n'ont pas permis à ces télécentres d'y aller. Aujourd'hui, est-ce que ces petits boulots, entre guillemets, que vous voulez créer, ne seront pas tués par les opérateurs? Justement, c'est pour éviter cela que nous pensons à cette... Les opérateurs étaient juges et parties. Ils étaient ce qu'on appelle ISP, c'est-à-dire fournisseurs d'accès Internet, mais en même temps, les fournisseurs d'accès Internet devaient passer par eux pour être fournisseurs d'accès Internet. Ce qui fait qu'au départ, quand on a commencé l'Internet au Sénégal, il y a eu jusqu'à 17 fournisseurs d'accès Internet. Il n'en reste plus que 2 aujourd'hui. L'opérateur principal, que je ne veux pas nommer, est un seul qui a pu tenir. Tous les autres sont morts de leur belle mort. Tout simplement parce que l'opérateur principal était juge et partie. Et il lui arrivait de décider, n'est-ce pas? Et c'est dans cette configuration, comment ça va se passer? Mais dans cette configuration-là, il va y avoir ce qu'on appelle en jargon technique un peu les MVNO, c'est-à-dire les opérateurs alternatifs, qui pourront dépendre directement de l'infrastructure qui sera mise en place par l'État et qui ne passeront pas par des opérateurs. Ils seront directement, ils paieront des droits pour pouvoir non pas faire la voie, parce que la voie est quelque chose qui relève d'un droit qui est déjà concédé à des opérateurs de télécommunications, mais ils pourront faire de la donnée. Et ces gens-là pourront effectivement permettre d'éviter qu'il y ait un blocage du droit à l'accès à l'information, notamment à la donnée, par de grosses entreprises qui feront la pluie et le beau temps. Cela ne veut pas dire que dans notre entendement, ils doivent être exclus du processus. Au contraire, ils doivent l'accompagner parce qu'ils ont des moyens que les petites entreprises n'ont pas. Normalement, leur devoir, c'était d'accompagner tout le monde et de créer un environnement où tous sont dans une situation de gagnant-gagnant. C'est ça qui a manqué. Ils ont voulu être seuls sur le marché et être les seuls gagnants. Alors qu'ils auraient pu accompagner des centaines de petites entreprises qui auraient essaimé à travers le pays, qui leur auraient apporté beaucoup plus de clients et qui leur auraient permis malgré tout de jouer un rôle de citoyen dans le cadre du développement. Oui, parce qu'on a entendu beaucoup de Sénégalais de l'extérieur et aussi de l'intérieur se plaindre depuis quelque temps de ne plus avoir accès au Skype, Viber, entre autres, comme moyen de communication avec les populations qui sont là. Parce que certains opérateurs, semble-t-il, achètent ou bien se connectent sur les voies IP pour faire les communications sur les GSM, sur les téléphones mobiles. Oui, bon, cela est une réalité. Maintenant, c'est une réalité assez complexe. Parce que le coût du téléphone est cher. Pour l'essentiel, le téléphone aujourd'hui est du téléphone de type voix sur IP. Et les opérateurs ne se gênent pas effectivement à utiliser l'Internet pour faire transiter leur propre télécommunication par voie. Mais en vendant plus cher la venue au consommateur. Beaucoup plus cher. Bon, maintenant, cela relève de la régulation. Tous les États du monde font face à ce type de problème-là. Il va falloir qu'une régulation et une réglementation adaptée prennent en charge ce type de questions-là. Et surtout que l'État mette l'accent sur le fait que la communication aujourd'hui, ce n'est pas seulement un droit, mais c'est un outil extrêmement important pour les gens. Et que donc ça ne peut pas être un luxe. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à payer les droits de communication à des prix exorbitants. Ce n'est pas possible. Il faut que les opérateurs de télécommunications le comprennent et que les autres intervenants dans ce secteur également le comprennent. Mais dans des pays comme la France, par exemple, il y a quand même des associations de consommateurs qui sont assez averties et qui comprennent bien les enjeux qui sont derrière. Dans nos pays, les associations de consommateurs ne sont pas aussi outillées que ce qui se passe ailleurs. Comment protéger justement les consommateurs face à cette nouvelle donne? Vous avez raison. Je pense que ça, c'est le monde en mouvement. Hein. C'est progressivement qu'on arrive à la compréhension de ces phénomènes-là. Aujourd'hui, de plus en plus de gens comme vous comprenez, n'est-ce pas, les enjeux et les difficultés qu'il y a dans ce secteur-là. Progressivement, les consuméristes également le comprendront. Mais dans l'activité que nous souhaitons mettre en œuvre avec le Comité national de pilotage de la transition,
nous allons avoir tout un ensemble de campagnes de communication pour que de façon inclusive, les Sénégalais comprennent les enjeux qui sont à prendre en considération. Il ne s'agit pas simplement de passer de la télévision analogique à la télévision numérique ou de pouvoir avoir l'accès à de l'Internet plus haut débit. Il s'agit de savoir que nous allons passer d'un type de société à un autre où le savoir va être au cœur de nos préoccupations. Et ce savoir-là, nous y avons droit. Et aujourd'hui, nous y avons accès aussi facilement que n'importe qui dans le monde. Et ça, si nous le comprenons, chacun va s'engager à nos côtés et aux côtés du gouvernement autour d'un consensus national pour que cette question-là soit prise en charge par tout le monde. Mais ceux qui doivent intervenir sur ces télévisions-là, sur ce passage, doivent être formés. Ça demande quelque chose de formation. Nous sommes pratiquement 1 an et quelques jours de ce passage-là. Est-ce que la formation a été mise en place pour permettre aux techniciens qui sont sur les télévisions, sur tout le secteur, de comprendre les enjeux et de pouvoir être formés? Il va y avoir de la formation dans tous les secteurs. Il faut former les gens qui sont dans les rédactions des télévisions elles-mêmes parce qu'ils vont passer des caméras analogiques aux caméras numériques, ils vont passer des systèmes de mixage analogiques à des systèmes digitaux. Donc, il faudra les former. Il faut former tous ceux qui sont dans la chaîne de valeur, du codage à la transmission. Il faut former les nouveaux acteurs de la mise en œuvre de l'installation des systèmes. Tout cela, il faudra les former. Il faudra former les gens qui vont recycler les télévisions qui seront en désuétude. Il faudra absolument qu'on puisse les recycler sans danger pour l'environnement et pour les gens qui travailleront dans ce secteur-là. Il faudra recycler et former des gens qui seront dans le développement de contenu pour les télévisions, parce que c'est un métier. Il va falloir former les gens qui seront formés en économie, en comptabilité, en paie, en gestion, mais pour qu'ils puissent être des gens capables de recevoir les gens dans ces nouveaux dispositifs que nous allons mettre en place. Mais qui va prendre toute cette formation en charge? Mais l'État va le faire, l'État va prendre en charge tout l'environnement qui permet de le faire. Cela étant, quand je dis l'État va prendre en charge ces questions-là, cela veut dire que l'État va montrer les opportunités à tous les citoyens qu'il y a à le faire. Aujourd'hui, vous avez des écoles privées qui forment des gens dans différents secteurs. Quelqu'un qui est porteur d'un projet, il va savoir qu'en allant à l'ADPME, il peut être assisté pour rédiger son projet. Il sait qu'il y a des fonds de garantie tels que le fonds GIP et le fonds 6 qui peuvent lui assurer une garantie auprès des banques pour qu'il puisse mettre en place son projet. Donc l'État a créé ce type d'environnement-là. Ensuite, quand nous mettrons en place ce système-là, des investisseurs sénégalais se diront, mais tiens, il va falloir que je forme des gens dans le recyclage, parce qu'il y a un métier là qui va se créer. Et moi-même, je pourrais recruter des gens qui vont faire du recyclage. Et je vais récupérer les machines et les recycler. Mais ça, c'est pour les Sénégalais qui sont partis à l'école, qui sont instruits, oui, qui peuvent le comprendre. Et ceux qui n'ont jamais été à l'école. Ils sont nombreux. Et les Sénégalais qui ne sont pas à l'école. Ils sont nombreux. Les Sénégalais qui n'ont jamais été à l'école, c'est l'occasion pour eux d'utiliser ces nouvelles technologies-là pour pouvoir également en savoir un peu plus. Nous allons par exemple créer des plateformes de e-learning, de e-formation, de formation à distance. Nous allons créer des plateformes de santé à distance. Supposons que vous décidiez aujourd'hui de créer, dans le cadre de nouvelles chaînes qui vont se créer, une chaîne thématique agriculture. Cette chaîne thématique agriculture aura un avantage extraordinaire, c'est qu'elle aura d'abord des partenaires qui sont des partenaires, j'allais dire, institutionnels. Vous avez la SAED, la Sodefitex, etc., qui ont comme rôle d'encadrer le monde rural, qui parfaitement seront en phase avec vous pour cette radio rurale-là, pour pouvoir encadrer les paysans. Vous pourrez faire de l'alphabétisation fonctionnelle avec, vous pourrez faire de la formation sur les produits dangereux, sur les méthodes culturelles, etc., etc. Donc, voilà un moyen pour des gens qui ne sont pas lettrés, entre guillemets,
pour qu'ils puissent utiliser ces technologies-là qui vont arriver pour pouvoir, n'est-ce pas, eux aussi, faire ce que les Anglais appellent le leapfrog, c'est-à-dire le saut technologique, afin de pouvoir bénéficier aussi de tout cela pour pouvoir se former. C'est une question importante, mais comment régler ce problème dans un pays où pratiquement l'électricité est un problème, l'accès à l'électricité est un problème, où des fois le courant, comme on dit de façon triviale, n'est pas accessible aux Sénégalais, il y a des coupures partout. Alors, c'est passager à mon avis. C'est-à-dire que nous devons voir les choses dans leur mouvement. Aujourd'hui, nous avons ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a en gestation un ensemble de projets pour faire de l'électricité au gaz, pour faire de l'électricité au charbon, pour faire de l'électricité à l'éolienne ou à l'énergie solaire. Donc, passagèrement, nous avons cette contrainte. Mais nous ne sommes pas condamnés à rester immobiles et statiques dans cette situation-là. Nous allons progresser et dans les années à venir, cette question sera réglée comme d'autres l'ont réglée progressivement. Et quand ils la régleront, on se rendra compte qu'au fond, ce n'est pas aussi compliqué que cela. Aujourd'hui, il y a des systèmes très simples qui permettent, avec un petit panneau solaire de 100 watts, d'avoir une batterie de 100 ampères-heure et puis de se connecter sa télévision, son ordinateur et d'avoir pendant 8 heures de temps de l'électricité. Le coût varie aux environs de 600 000, 700 000 francs pour tout cela. Bon, vous allez me dire c'est encore cher. Mais oui, c'est cher. Mais à terme, dans les 2 ans, 3 ans, 4 années à venir, c'est des coûts qui vont baisser de façon vertigineuse, comme ça l'est pour toutes les technologies qui sont en cours actuellement. Mais votre réforme vient au moment où on parle de l'acte 3 de la décentralisation. En quoi le numérique peut être un atout pour les collectivités locales, les villages du Sénégal? Alors moi je pense que tous les protagonistes de l'acte 3 de la décentralisation ne trouveront pas meilleur partenaire, j'allais dire, que cette numérisation de l'espace public. Parce qu'ils vont avoir accès à beaucoup plus de facilité pour le cadastre. Tout ce qui touche au cadastre aujourd'hui, nous pouvons le numériser. Tout ce qui touche à l'impôt, nous pouvons le numériser. Tout ce qui touche à l'éducation, parce que l'éducation va être transférée. Nous pouvons également appuyer, n'est-ce pas, les efforts en matière d'éducation. J'étais en train de dire que si nous mettons en place la plateforme de e-formation, on ne se rend pas compte, mais on règle énormément de problèmes. À l'université de Dakar, vous avez des classes avec 3 000, 4 000, 5 000 étudiants. Il y en a qui ne voient même pas le professeur, qui ne l'entendent même pas. Alors que le soir venu, ils peuvent aller sur leur petite tablette qui vont coûter bientôt 50 $, 60 $ l'unité, et sur leur tablette revoir tout le cours auquel ils ont assisté mais qu'ils n'ont pas vu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Nous avons des experts, des professeurs émérites, les Souleymane Bachir Diop, les Mamadou Diouf et tout ça, et des centaines d'autres qui sont à l'étranger, qui de là-bas peuvent donner des cours semestriels à des Sénégalais ici. Nous avons les cours des professeurs de santé et autres qui sont à Dakar, qui peuvent aller vers les infirmiers de brousse et les hommes de la santé qui sont dans les zones rurales. Donc c'est dire que l'acte 3 de la décentralisation va bénéficier d'un apport inestimable s'il sait utiliser de façon efficiente cette nouvelle possibilité, n'est-ce pas, de différer les difficultés ou de limiter les difficultés liées à la mise en œuvre de ces ambitions et de ces responsabilités. Vous parlez tantôt de tablettes. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir accès à ces tablettes. Même ici au Sénégal, même ceux qui sont à Dakar, les smartphones et les tablettes sont chers, ne sont pas accessibles à tout le monde. C'est ce que je vous dis, hein. Il faut voir les choses aussi dans le mouvement. Les tablettes coûtent aujourd'hui cher, mais les tablettes vont coûter 3 fois moins cher
quand on aura fini de mettre en place cet aspect-là, je vous dis qu'aujourd'hui, sur le marché mondial, il y a des tablettes équivalentes à des iPads qui coûtent $50. Il y a des équivalents de votre smartphone qui coûtent $20, $25. Mais tout cela, c'est importé, le Sénégal n'en fabrique pas. Bon, est-ce que nous ne devrions pas, pendant que nous faisons ce passage-là, mettre en place, comme les Ghanéens l'ont fait, de petites unités qui vont fabriquer ces outils-là, qui vont les monter, pas les fabriquer entièrement, parce que la fabrication complète dans le monde entier est assurée par 3 ou 4 grandes compagnies. Mais tout le monde achète les composants et les assemble. Nous avons là une opportunité aussi dans le cadre du Smart Village de créer les conditions, n'est-ce pas, du développement progressif d'une industrie, du montage, de tout ce dont on a besoin, y compris les set-top box, pourquoi pas les téléviseurs eux-mêmes. Justement, est-ce que ces sociétés qui vont venir au Sénégal travailler dans ce secteur-là, même si c'est l'État qui va contrôler tout, il y aura dans le contenu de leur contrat avec l'État du Sénégal un transfert de technologie? Ah, nécessairement, nécessairement. Vous savez, le transfert n'est pas compliqué maintenant parce que nous avons d'abord des gens qui sont bien formés, nous avons des ingénieurs de chez nous qui ont la capacité d'assurer la continuité de ces services-là, ça c'est indiscutable. Souvenez-vous que le Sénégal fait partie des premiers pays au monde à mettre en place un réseau national IP. Mais qui a perdu sa place depuis longtemps, face au Ghana, oui, face aux autres pays de la sous-région. Ce sur quoi je voulais venir, c'était que ce réseau national IP a été mis en place sans l'apport d'aucun étranger. C'est les gens de la Sonatel de l'époque, que des Sénégalais qui l'ont mis en place. Mais ça n'a pas empêché les Sénégalais de dormir sur le laurier, oui, de faire voilà, aujourd'hui dépassé par le Ghana, par l'Afrique du Sud, par d'autres pays. C'est les vicissitudes de l'histoire. Bon, l'histoire, c'est quand même elle avance masquée. On ne peut pas la définir à un moment T comme étant statique. Nous avons pris des avances, nous avons pris un peu de retard, mais si nous voyons le dynamisme et les capacités des Sénégalais, nous ne pouvons que nous convaincre de ce que s'ils se décident, et surtout s'il y a le leadership, le plus important dans l'affaire, c'est le leadership. S'il y a le leadership, nous soulèverons des montagnes. C'est ça la grande question. Est-ce que le leadership dont on veut qu'il soit là dans ce pays, par rapport justement à ces questions essentielles, il est là ou pas? Écoutez, pour vous dire la vérité, je pense que le président Macky Sall veut assurer ce leadership-là. Le pourra-t-il, ne le pourra-t-il pas? Je pense qu'il faudra que les Sénégalais l'aident à le faire. Parce qu'il y va de l'intérêt de tous qu'ils réussissent. Parce que s'il venait à échouer, ce serait de nouveau une catastrophe pour le Sénégal qui se chercherait pendant de longues années. Mais est-ce que ceux qu'on a mis au devant du pays pour le gérer montrent aussi l'exemple de leadership? Moi, je pense que le président a une place qui lui permet d'avoir ce leadership-là. Je pense que le Premier ministre, que le président de la République a choisi, a de la vision et de la capacité. Et je crois que bon nombre de cadres qui sont avec lui l'accompagneront dans cette vision et dans ce leadership. Maintenant, évidemment, il ne faut pas non plus être nombriliste. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les environs et qui ne sont pas du tout dans la perspective de jouer le rôle qu'il attend d'eux. C'est à lui, à ce moment-là, de prendre ses responsabilités et puis bon, de les mettre mais la là question où ils sont fondamentale aujourd'hui dans cette affaire qui concerne beaucoup de jeunes Sénégalais, c'est d'être sûr que la mise en place de ce système leur permettra de trouver du travail et de s'en sortir. Alors moi, je suis confiant. Je pense que ce ne seront pas des services, disons, de seconde zone, mais je suis convaincu qu'entre 50 000 et 100 000 emplois seront créés pour des diplômés de très haut niveau dans les 3-4 années à venir avec tout ce système que nous voulons mettre en place. Monsieur Amadou Top, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de Content. Ça veut dire le comité national de pilotage, de transition, de l'analogique vers le numérique. Merci à vous qui nous suivez sur la TFM. Merci d'avoir été avec nous, de partager avec nous ce plateau de la TFM. Merci à tous les techniciens du groupe Futur Média qui m'ont accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.